Nous vous proposons d'écouter dans un instant Guy Delisle, auteur de bande dessinée et lauréat en 2021 du Fauve d'Or pour ses chroniques de Jérusalem. Il était mercredi 27 mai 2026 à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de son adaptation en bande dessinée de la nouvelle de Jean Echenoz, L'Occupation des sols, parue aux éditions Gallimard BD. La rencontre était menée par Brice Torresillas. Bonsoir, je n'avais pas vraiment prévu, je vais improviser, mais l'occasion était trop bonne. D'abord de dire qu'il y a une occupation des sols un peu particulière en ce moment, puisqu'on installe une exposition. Donc voilà, un jeu de mots qui était facile, mais voilà, c'est la semaine prochaine, nous présenterons le livre qui va sortir des photos de Jacques Matali, dont les murs commencent aujourd'hui à être occupés. Donc je voulais dire un petit mot parce que j'ai correspondu avec Jean Echenoz, qui ne peut pas être avec nous ce soir pour des raisons de santé, mais je voudrais le saluer de loin depuis Toulouse, bon, pas si loin que ça, puisqu'il il est plutôt proche dans la région, et dire que l'occupation des sols, c'est un livre un peu particulier de Jean Echenoz, puisque ce livre avait été, au départ, fait pour un groupement de libraires dont j'étais président, qui s'appelait L'Œil de la Lettre. Et ce livre avait été... Jean nous l'avait confié, nous avait confié ce texte avec beaucoup de générosité pour fêter le Noël de 1987, avant même que les éditions de Minuit, finalement, convaincus qu'il fallait diffuser ce texte beaucoup plus largement à un public et le prennent dans leur maison. D'ailleurs, c'est Jérôme Lindon qui nous avait permis d'accéder à ce texte de Jean Echenoz. Et donc, en 1988 est parue l'occupation des sols, voilà, réédité, réimprimé très régulièrement, qui est un des plus beau texte, mais enfin, quel est le plus beau texte de Jean Echenoz ? Je n'en sais rien, somme toute. Voilà, en tout cas, moi, j'ai revu Jean à diverses reprises, mais la dernière fois qu'il est venu, il n'aime pas trop les rencontres publiques, vous le savez. Et donc, la dernière fois, c'était pour Je m'en vais. Donc, il est venu pour Je m'en vais, puis je ne l'ai revu que dans des occasions plutôt intimes ou privées. Et voilà, il a voulu, on va dire, s'éloigner des pratiques de librairie et de tous ces accueils. Voilà, donc j'étais là un peu, non pas par hasard, mais presque. Et donc j'ai voulu vous accueillir. Merci pour cette très belle occupation des sols. Et encore une fois, une pensée pour celui qui vous a inspiré ce magnifique travail. Merci. C'est à toi. Merci. Personne dont on va forcément largement parler, Jean Echenoz. Je vous présente d'abord, ensuite je prolongerai les propos de Christian et m'appuierai sur certaines de ses réflexions pour vous poser quelques questions. Vous êtes né à Québec, après des études d'art plastique, vous êtes tourné vers l'animation, on est dans l'Ontario, et vous travaillez ensuite dans différents studios à travers le monde, donc Montréal, puis en Europe, puis en Asie, en Chine, au Vietnam, en Corée du Nord, à Jérusalem aussi, à La Réunion. En 1994, vous signez votre premier court-métrage, Trois petits chats. Vos expériences de superviseur d'animation en Asie ont nourri vos premiers récits autobiographiques qu'on est nombreux à connaître, Shenzhen, puis Pyongyang, publiés par l'association. En 2007, c'était Chronique birmane. 4 ans plus tard, Chronique de Jérusalem, sur le séjour de votre famille en Israël entre 2008 et 2009. Cet album reçoit le prix du meilleur album au Festival d'Angoulême. On est en 2012, l'ai-je dit. C'est fait. Vos ouvrages sont traduits dans de nombreuses langues. À côté des ouvrages dont je viens de parler, vous avez développé une veine plus humoristique avec le Guide du mauvais père, avec d'ailleurs c'est consacré à la vie familiale, et vous étiez déjà penché sur votre quotidien avec vos enfants pour la série Louis. En 2016, vous avez publié S'enfuir, récit inspiré de la prise d'otage d'un Français dans le Caucase. Plus récemment, Chronique de jeunesse.
et la biographie pour une fraction de seconde. Et j'ajouterai, avant de vous céder bien volontiers la parole, que vous avez travaillé sur de nombreuses productions d'animation, des séries comme La Bande au vide, Les Oursons volants, Sharky et Georges, ou encore La famille Passiflore, ainsi que des films comme Pico et Columbus et Le Moine et le Poisson. Et donc, comme le soulignait Monsieur Christian Thorel, nous sommes réunis ici pour parler plus précisément de l'Occupation des sols, un album qui vient de sortir et qui a été réalisé d'après l'œuvre de Jean Echenoz. On va peut-être, maintenant j'ai fait votre présentation succincte, est-ce que vous pourriez vous charger de celle de Jean Echenoz? Vous me disiez juste avant de venir que tout le monde, hélas, malgré son Goncourt, malgré sa réputation littéraire très avantageuse, et effectivement c'est un grand bonhomme de la littérature, tout le monde ne connaissait pas Jean Echenoz. Non, donc j'ai la chance de... bonsoir, mais merci d'être venu par cette chaleur insupportable. Alors Jean Echenoz, je l'ai croisé... alors faire une biographie, moi je l'ai rencontré par l'entremise en écoutant France Culture. On parlait des Grandes Blondes, c'est le premier livre que j'ai lu, et ça m'a tout de suite fasciné, son écriture, et j'ai enquillé tout ce qu'il a écrit petit à petit, jusqu'à chercher les moindres détails, les moindres petits livres, dont L'Occupation des sols, parce que c'est vraiment, là il faut être passionné. Beaucoup de gens lisent, mais n'ont pas lu L'Occupation des sols, parce que là c'est vraiment... c'est un livre, c'est un feuillet, c'est une nouvelle, c'est vraiment une toute petite histoire qu'il a fait. Et donc moi je l'ai croisé à l'occasion d'un festival de littérature et de bande dessinée, et on m'avait demandé, toi t'aimerais rencontrer qui en littérature, et j'avais sauté sur l'occasion en disant s'il y a Jean Echenoz, moi je serais bien content. Et ben ma foi ça s'est fait, et pour préparer la rencontre j'avais fait des croquis qui ont donné lieu à un livre, parce que je me suis dit je vais faire quelques croquis pour passer dans le fond, et sur les livres qu'il a fait, parce que dans Je m'en vais par exemple, ou Les Grandes Blondes, il est très géographique, Jean Echenoz, il décrit les rues, les quartiers, et des fois c'est très précis, c'est presque à l'adresse près, on sait où on se situe, et c'est très géographique d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se décrit des fois comme un romancier géographique. Et voilà, je fais des croquis comme si j'étais assis dans chacun de ces romans, au coin des rues, la rue de Rome, la rue d'Amsterdam et tout ça. Et après, ben voilà, c'est sorti en livre, parce que ça me plaisait tellement de me balader dans l'univers de Jean Echenoz et de m'arrêter sur un coin de rue et en retrouvant des extraits, que j'en ai fait un livre où j'ai fait finalement tous ces livres à raison de 2 croquis par livre, et ça faisait un petit truc qui s'appelait Ici ou ailleurs. On a sympathisé, donc il m'arrive Il a fait la préface, je crois. C'est ça, très gentiment, et on a sympathisé. En fait, on a quelques atomes crochus malgré notre différence d'âge, parce que c'est un monsieur maintenant, Jean Echenoz, il est assez âgé, et quand je passe à Paris, des fois je vais prendre un petit café avec lui et on papote. Et j'en profite, moi je suis un fanboy, je lui pose plein de questions sur mais tel livre, tu l'as écrit comment et comment tu te fais, et voilà, des fois il répond précisément, des fois moins, et il a eu la gentillesse de venir au lancement de l'Occupation des sols à Paris, parce qu'il habite pas très loin, et le lancement s'est fait à côté du quai de Valmy, là où se passe l'action de l'Occupation des sols. On va y venir, mais il vous a inspiré, c'est sûr, mais vous l'avez inspiré aussi, j'ai appris. Alors, non, pas inspiré vraiment, je dirais, parce que lui, il a fait, ça s'appelle Envoyé spécial, dans lequel le personnage s'en va en Corée du Nord. Voilà, c'est et ça. voilà, et pour compléter, lui, il aime bien s'informer beaucoup, donc il fait beaucoup de recherches. Et il a lu Pyongyang, parce qu'on a dû lui dire que voilà, c'est un peu la vision au quotidien de la vie à Pyongyang. Et après, il m'avait dit qu'il avait lu pour lire le livre. Je me dis, c'est pour ça que je trouvais que ça sonnait bien, parce qu'en lisant sa partie sur la Corée du Nord, je me dis en fait il est pas très loin de la réalité. Et évidemment ça faisait boucle, parce que bon c'est un peu ce qu'il avait lu dans mon livre, mais il a lu aussi autre chose, ouais, évidemment. Oui. Alors que son rapport à la bande dessinée est plutôt distant, non ? Oui, non, il lit pas beaucoup de bande dessinée, et comme on a fait un livre à l'association, j'en ai profité pour lui donner L'Ascension du haut mal de David B, qu'il a beaucoup aimé. Donc en fait, il est lecteur, donc il tombe dedans, il les lit, il aime beaucoup, mais en fait de lui-même, il va pas chercher en fait. Donc il a lu les miennes, c'est à peu près tout. Marjane Satrapi, il a lu Persépolis, parce que je lui ai donné, et tout ça, il aime beaucoup, mais après il va pas. Lui, quand il
était jeune, il lisait du Gilles Jourdan. Et je trouve que Ah oui, ça lui correspond parfaitement bien. c'est pas Parce faux. que Effectivement. et ça lui ressemble un peu, Gilles Jourdan d'ailleurs. Vous seriez d'accord avec ce qu'a dit Christian, à savoir que l'occupation des sols constitue un bijou. Alors, il n'est peut-être pas dit comme ça, mais que c'est une de ses œuvres les plus réussies. Réussi, c'est un peu idiot comme mot, mais enfin, en tout cas, un des plus beaux textes. Ouais, il est beau. Ouais. Moi, je l'ai illustré presque mot par mot. Et donc voilà, j'ai plongé dedans pendant près de 6 mois à regarder chaque phrase. Et oui, c'est vraiment, c'est un bijou. Après, toutes ces écritures de livres sont toujours très bien ciselées. Hein. Il réécrit ça tellement de fois que ça devient un concentré, tout en restant toujours très léger quand même. Et ce qui fait que c'est à la fois resserré et élégant et léger à la fois. C'est marrant et sans flagornerie. Mais quand il a sorti l'occupation des sols, il y a le critique du Monde, donc Pape, j'ai oublié son prénom, qui a dit voilà que c'était pour lui le meilleur livre de l'année et que si quelqu'un vous propose, il faisait comme des lessives, si quelqu'un vous propose 5 livres contre ces 16 petites pages, n'hésitez pas à échanger les livres. Effectivement. Sans flagornerie, là, le portrait que vous avez tracé d'Echenoz, c'est-à-dire un travail plein de légèreté et d'élégance, je trouve que ça va bien à votre propre travail. Et est-ce que c'est aussi le fruit justement d'un intense labeur, puisque vous me dites qu'il refait, vous avez dit qu'il ciselait. Vous ciselez, vous? Ben ouais, moi quand je lisais sur Echenoz et après je lui ai posé la question, on apprend que il fait son document et après il le réécrit une deuxième fois. Alors moi j'avais compris qu'il mettait ça dans un tiroir noir et qu'il réécrivait de mémoire tout le truc. Et comme ça faisait... Mais en fait non, il dit non. Il dit je reprends tout, mais je réécris et il le fait comme ça à peu près 7 fois. Et donc ça fait quand même... Et le document devient de plus en plus concentré, donc il fonctionne comme ça. Moi pour la bande dessinée, j'ai pas la même façon de fonctionner. Je reviens sur le texte, sur le dessin beaucoup de fois et je relis. Et pour que ça se balance avec le texte. Et là, il y avait un challenge un peu spécial parce que c'est pas une adaptation, c'est le texte intégral. Et le texte n'a pas besoin de mon dessin. Donc je savais très bien qu'en plongeant là-dedans, je pouvais être redondant, il fallait faire attention. Mais je voulais, moi, accompagner le texte, mais pas comme on l'a fait souvent, c'est-à-dire en faisant... des livres illustrés avec un dessin sur une page et puis pas de paraphrase en fait. Comme Tardy a fait avec qui est très très beau d'ailleurs sur le voyage au bout de la nuit de Céline. Moi je l'ai lu avec les illustrations de Tardy, c'est super. Mais là je me disais comme c'est un minuscule texte, on pourrait vraiment presque le transformer en bande dessinée. Donc la première phrase, elle s'étend sur 5 pages quand même. Donc je l'ai envoyé, j'ai commencé à travailler dessus et je l'ai envoyé à Jean et j'ai dit au fait ton texte il va être vraiment saucissonné parce que moi c'est l'idée. Je vais prendre mon temps pour expliquer. Surtout le début, ça va très très vite, hein, parce que la première phrase, c'est comme tout avait brûlé, la mer, les meubles et les photos de la mer. Donc juste ça, on apprend qu'il y a eu une catastrophe, un incendie dans lequel a brûlé la mer et toutes les représentations de la mer, en fait. Donc c'est la demi-phrase. Donc moi, j'avais envie qu'on ralentisse un peu l'écriture, surtout le début, et qu'on prenne le temps de tout voir ça en images et de comprendre bien ce qui se passe. C'est ça qui est fascinant quand je vous écoute. Je me dis, on voit qu'il y a autant de vision que de lecteurs par définition. Et si Tardy s'était emparé de ce livre, ça aurait été mais Tardy, tout autre chose. Tardy, avec Céline, ça va bien parce qu'il est charbonneux, il est sombre, donc il faisait la banlieue, c'était très très noir, ça fonctionnait parfésiment bien. Là, Jean, c'est élégant et c'est une ligne claire forcément pour moi. Parce que Modiano, vous irez bien, je crois. Modiano, il hésite trop. Non, il hésite, mais c'est géographique aussi. C'est très géographique, c'est vrai. Ouais. Mais je connais pas assez bien Modiano, j'en ai eu quelques-uns seulement. Mais là, c'est aussi l'élégance dans Jean Echenoz. Et dès que je voyais un dessin, je voyais vraiment un trait très léger, un peu comme son écriture qui est légère et qui est un peu comme lui. Il a un petit côté
un petit côté Le Clésio. Et en fait, le personnage, quand j'ai dessiné Paul, donc le fils... Alors il faut peut-être lancer l'histoire. Vous dites, Ouais. il y a dans un immeuble un drame, un incendie dans lequel périt Sylvie Fabre. Oui, c'est ça. Et restent donc livrés à eux-mêmes et à leur malheur, le fils et notamment le mari. Et le mari, ouais. Et en fait, ils ont... Et comme elle avait posé pour une marque de parfum sur un bâtiment, de temps en temps, ils vont faire un tour, voir ce bâtiment, pour voir la photo de la mer. Et l'occupation des sols, il y a un bâtiment qui bouge, il y en a un autre qui est en train de s'effondrer, et petit à petit, tout ça, sur le temps, commence à évoluer. Et les deux protagonistes, à un moment, voient que tout ça, ça va devenir, ça va peut-être disparaître, ça va peut-être être compliqué. Donc voilà, ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, et voilà, tout ça, c'est en 16 pages, c'est tout petit, hein, mais c'est par petites touches. Et lui, quand je lui ai posé la question, j'ai dit ça t'est venu d'où cette histoire? Il a croisé quelqu'un en fait, à qui ça lui arrivait, sauf que c'était une sculpture. La mère avait posé pour une sculpture, une fontaine, je crois. Et il lui a raconté, il dit la seule représentation que j'ai de maman, c'est la sculpture qui est là-bas. Et de temps en temps, quand il passait, il s'arrêtait pour la regarder. C'est très très beau, donc ça donne tout de suite un. Et lui, il a transposé ça en affiche. Là, c'est plus qu'une affiche, c'est une murale un parfum des années 20 un peu. Et, qui a existé réellement. Eh bien, Fortville, ça existait, parce que lui, évidemment, il fait des recherches. Et j'ai regardé, j'ai mélangé un peu l'ambiance de cette époque avec le parfum, et pour montrer que c'était des grandes affiches comme il faisait à l'époque. La pub elle-même, je veux dire, la silhouette de la femme, c'est vous qui l'avez inventée? Oui, moi j'ai mélangé un peu du Mucha et les parfums de cette époque-là, et jusqu'aux années 20-30 pour la typo, tout ça. Et le livre lui-même, vous l'avez découvert comment? Eh ben, moi, à un moment, j'avais lu tout Echnoz, relu aussi, parce qu'il y en a que j'ai lu 2-3 fois. Puis à un moment, j'étais dans une librairie et je vois un tout petit truc. Je me dis, ah ouais, c'est quoi ce truc? Et je m'en. Il y a longtemps de ça Ah oui, ça doit faire au moins 15-20 ans que je connais ce. Il est sorti maintenant. Eh ben oui, parce que j'avais fait donc ici ou ailleurs, basé sur les croquis de Jean, et je me disais, j'aimerais bien rester dans son univers, mais je me dis, adapter un livre de Echnoz, je ne vois pas l'intérêt, en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est son style. Et une adaptation, ma foi, ça servira à quoi? Non, je voyais vraiment pas l'objet. Par contre, je me suis dit, si on arrivait à avoir un texte intégral, ça serait très intéressant de l'accompagner. Donc, j'ai cherché dans la bibliothèque. Enfin, j'ai plutôt réfléchi. Je me suis dit, il y a ce petit texte quand même qui est pas mal. Et donc, je l'ai relu et j'ai essayé un peu. J'ai fait un petit storyboard rapide. Et j'ai dit, ça tient, en fait, ça pourrait peut-être se faire. Donc voilà, j'en ai parlé. Toujours très enthousiaste à l'idée d'avoir des images sur ces textes. Et il dit, oui, c'est une bonne idée. Et puis, j'ai envoyé les pages après au fur et à mesure. Et ça s'est fait très facilement avec lui. Ouais. Alors, ça veut dire que si vous lui envoyez les pages au fur et à mesure, est-ce qu'il pouvait vous dire non, là, ça, on oublie et pas trop. Retravaille En fait, on a changé un mot. Voilà. Ah oui Pourquoi un mot? Puisque ce sont ces mots. Il était en train de déménager à Paris et il était à côté de là où ça se passe, entre la rue Marseille et la rue des Eaux, je crois. Non, pas les Eaux, c'est ailleurs. Et il m'a dit, en fait, c'est pas la rue Marseille, mais c'est la rue de Marseille. Et c'est bien écrit. Et en fait, il a repassé, et comme il est assez maniaque, et il m'a dit, si tu pouvais le changer. Donc, évidemment, je l'ai changé. Donc, c'est une revue, le texte est augmenté. Effectivement. Oui. J'ai lu dans une interview, vous avez dit c'était plutôt. Alors j'espère ne pas. Ah oui, voilà, je vais vous citer intégralement, à moins que le journaliste ait déformé vos propos. Je n'ai eu aucun mal à illustrer ce texte. Non, vraiment aucun, parce que je le voyais sans le voir, et c'est vrai qu'à un moment, une fois que j'avais dessiné le père et le fils que j'ai dessiné, j'ai regardé les photos de Echnoz quand il était jeune, et il a un petit côté le Clésio blond avec les cheveux un peu ça, comme c'est ça. Le fils, donc. Et ça, c'est le fils. Après le père, il fallait que ce soit un peu plus brut de décoffrage, parce qu'à un moment, ils ont pas une altercation, mais voilà, ils s'entendent plus très bien. Mais c'est juste, faut qu'ils soient un peu plus bruts. Et voilà, moustache, un gars un peu plus massif. Ouais. Donc, une fois que ça s'était établi, le reste se faisait un peu tout seul. Mais c'était surtout beaucoup de plaisir
plaisir. Après, j'ai rajouté des trucs. C'est que du plaisir, ça. Avec un texte de Echnoz, ouais, franchement, c'est vraiment de se balader là-dedans et de revenir, de voir tous les petits détails. On pourrait avoir la trouille, non? Parce que Echnoz, c'est la grande littérature, quoi. Ouais, mais comme je le connais, et en fait, c'est comme ces gens qu'on admire, des gens très célèbres comme Echnoz, après 10 minutes, on est au café, on papote, et voilà, c'est juste un monsieur qui écrit, et puis ça devient tout de suite très normal. Ouais, donc en fait, tout le côté, prix Goncourt, et puis moi j'admire énormément son travail. En fait, ça part assez vite. Et alors, ce qui est fabuleux dans ce texte, c'est que les personnages, en fait, sont des bâtiments. À un moment, je pensais, lui, il est très géographique, hein, il aime beaucoup. Par exemple, il me disait que pour tel personnage, il fallait qu'il le situe géographiquement jusqu'à voir un balcon dehors et à me dire, oui, voilà, il pourrait habiter là parce que tel balcon lui correspond. Et alors que c'est même pas mentionné dans le livre après. Et donc ça, il faut qu'il soit qu'il soit situé. Donc le bâtiment était situé sur le quai de Valmy de façon très précise. Vous y êtes allé donc? Je suis allé, mais c'était pas ce bâtiment-là. Il m'a dit que pour avoir cette forme-là, fallait aller plus loin. Il avait mélangé, mais l'endroit était le quai de Valmy, mais le bâtiment était plus loin. Donc j'ai fait un mélange des deux. Et après, une fois avoir trouvé ça, oui, ça se faisait tout seul. Ouais. Il fallait surtout que j'installe la géographie et l'histoire du bâtiment parce qu'il y a beaucoup d'étapes que va vivre ce bâtiment. Et il ne fallait pas qu'au début, je fasse devant un parc qui est trop gros, parce qu'en fait, ce parc, s'il est trop gros, il y a une maison qui va se construire dessus. Donc, il faut qu'il ait la place d'une maison. Donc, tout ça, je l'ai tout décortiqué au début. Une fois que ça s'était installé, le personnage principal, finalement, qui est ce bâtiment avec la figure de la maman et dessiné, était installé. Le personnage principal, finalement, était accepté. Et ça, je l'ai envoyé à Jean. J'ai dit, tu vois, ça va se transformer comme ci, comme ça. Et il me dit, ah, c'est super. Il dit, mais je voyais le toit un peu plus bas, donc j'ai descendu le toit. Et puis, voilà. C'est à peu près la seule remarque que j'ai eue. Après, c'était parti. Ouais. Et, toujours pareil, j'ai glané donc des renseignements. Et vous disiez que vous auriez bien imaginé Echnoz dessiner lui-même, quoi, être le genre de gars qu'on peut croiser sur un banc en train de prendre des croquis. Ouais, ça aurait été, ouais. Mais lui, il dessine pas, hein, pas du tout. Ouais. Je lui ai posé la question. J'aime bien demander aux gens s'ils dessinent. Non, pas du tout. Hein. Il est vraiment, il écrit que le matin, pas l'après-midi. Et voilà, il se lève très tôt, et puis il commence son travail, et après, la journée passe sur autre chose. Mais il dessine pas, non. Il fait pas de croquis. Et cette expérience de vous occuper de quelqu'un d'autre, parce qu'en fait. On l'a compris avec la petite biographie que j'ai donnée de vous, et puis on vous connaît, justement on vous connaît à travers ce que vous dessinez, ouais. Et là vous êtes décentré, si je peux dire. Oui, moi j'ai fait beaucoup d'autobiographies et ça me plaît bien de faire ça. Mais souvent, je me suis décrit, moi à Jérusalem, moi en Birmanie, moi avec les enfants. Et je me disais, ce serait bien de travailler sur quelqu'un d'autre. Donc, par-ci, par-là, j'ai eu l'occasion de le faire, en fait, parce que Christophe André, qui s'est fait kidnapper, je rencontre ce gars qui a passé 3 mois sur sa première mission à Médecins sans frontières. J'avais lu son histoire et j'ai eu l'occasion de le croiser une fois et je lui ai posé des questions. Il m'a raconté toute cette épopée de 111 jours kidnappé, et à la fin il s'évade et je lui dis faut faire ça en bande dessinée un jour. Il était d'accord, donc voilà, je l'ai enregistré et puis je l'ai fait. Donc là je travaillais sur quelqu'un d'autre avec il y a aussi la biographie dont je parlais sur après, le photographe Muybridge, ouais, c'est ça. Et ça c'est drôle parce que si j'ai fait une biographie, c'est parce que j'ai lu les livres de Echnoz, parce que des fois on me demande c'est qui en bande dessinée qui vous a influencé. Il y a plein de gens, hein, mais il y a aussi en littérature, parce que la façon dont Jean Echnoz fait Ravel, fait Zatopek et fait Tesla avec ses 3 livres, moi c'est des biographies que j'ai trouvées mais tellement, et je me suis dit ah oui, on peut faire une bio comme ça, s'emparer juste des 10 dernières années de Ravel et de le décrire, et je trouve ça extraordinaire ce livre. Et je me suis dit j'aimerais ça moi aussi faire un jour une bio, et j'en parlais à lui et je me disais j'ai l'histoire de ce photographe là qui a assassiné quelqu'un et qui a fait la photographie du cheval au galop. Il dit mais oui, vas-y, c'est une bonne idée. Et en fait j'hésitais entre deux et il disait non, on fait plutôt le photographe. Je dis ouais, ok, je vais faire ça. Ça m'a encouragé. Vous écoutez Guy Delisle autour de l'adaptation en bande dessinée de l'œuvre de Jean Echnoz, L'Occupation des sols, édition Gallimard, à la librairie Ombre Blanche, mercredi 27 mai 2026.
J'en reviens au dessin. Il y a du bleu et uniquement du bleu concernant la couleur. Il y a un petit clin d'œil, paraît-il, à la couverture des éditions de Minuit. Oui, mais c'est vrai, c'est vraiment ça ou vous vous êtes amusé après à dire ça, à raconter ça? Non, c'est vrai, parce que j'ai pris le bleu de Minuit et puis je l'ai descendu. Et le trait est en bleu foncé. Et il y a un fond blanc sur la couverture. Et j'ai pas mis l'étoile bleue, mais j'aurais pu la mettre quelque part. Et je voulais que ça se rapproche, parce que moi, quand je vois les textes de Jean, je vois la couverture très très sobre de Minuit avec cette petite étoile bleue. Et après, je voulais mettre au début, je voulais faire que du trait, quelque chose de très, très extrêmement léger. Mais ça manquait un peu de poids quand même. Et pour faire de l'architecture, le poids, c'est important. Je rajoutais une ombre et j'allais pas la laisser grise. Donc je me dis bleu Minuit, mais c'était trop foncé, donc je l'ai descendu. Et puis j'ai gardé le texte à l'intérieur est en noir, mais le trait est en bleu foncé. Donc oui, je jouais avec cette couleur. Comment il a perçu les personnages? Parce que l'aspect architectural, il peut effectivement voir que ça correspond et puis vous dire oui, voilà, cet immeuble je le vois plus bas, ou etc. Mais les personnages, lui, il les imaginait comment? Il vous l'a dit? Il se retrouve dans ce grand... J'ai pas dit que je m'étais inspiré de lui pour le personnage principal. Ah oui, vous l'avez jamais dit? Si, une fois, quand on l'a fait la présentation à Paris, comme ça, il dit « Ah bon ?» J'ai dit « Oui. » En fait, il n'a pas fait de remarques. Hein, et j'ai envoyé les dessins. Il a dit « Ah, mais c'est super. » Enfin, il était toujours, dès le début, enthousiaste. Et pendant le processus du truc... non, il y a vraiment eu aucun... heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué quand même de revenir. Mais il aurait pu avoir des retours sur les dessins, la géographie, mais non, c'était facile de travailler avec lui parce qu'il était toujours très enthousiaste. Mais c'est peut-être encore une fois parce que vous ressemblez, parce que si on regarde vos albums, enfin en tout cas certains de vos albums, cette espèce de, pour sortir des grands mots, de sociologie par les lieux, c'est l'histoire, vous cultivez ça aussi. Oui, moi après j'ai parlé beaucoup des géographies aussi d'une certaine façon, on fait Jérusalem, mais qui révèle l'humain à Jérusalem. Mais moi c'est vraiment, et lui finalement c'est un peu ça aussi son travail, c'est-à-dire qu'il a vraiment une observation. Moi je suis un observateur, j'écris après, mais mes observations c'est vraiment être assis et faire un petit croquis dans un coin et voilà, et je vais parler de ce que j'ai vu d'une façon qui va souvent passer par le croquis, ou en tout cas qui va être une observation de quelqu'un qui va faire un croquis et plus du dessinateur. Et lui, quelque part, il fait ça aussi souvent. Pas toujours, hein, mais des fois, il est très visuel. Et d'ailleurs, il dit dans les grandes influences qu'il a, c'est Hitchcock. Hein, donc, il fait des zooms. Des fois, on est happé par une espèce de travelling avant. Et tout ça en écriture. Donc, c'est assez fascinant. Je ne comprends pas comment il fait. Mais c'est toujours très visuel. Un moment, tu as un personnage principal et secondaire qui vont se croiser, mais il y en a un qui marche sur un pont et l'autre est plus bas. Évidemment, c'est dans un endroit très précis à Paris. Et tous les deux sont géographiquement au même point, mais ils ne vont pas se croiser à ce moment-là, ce sera plus tard. Et voilà, on part sur autre chose. Et c'est toujours des espèces de jeux comme ça, pas de forme, mais de géographie quelque part. Et ça a un côté, pas cinéaste, mais en tout cas, peut-être, ça se rapproche du dessin d'une certaine façon. Le cinéma s'est emparé des Schnoz, je crois, mais c'était pas terrible. Hein, quand il en parle, ça lui pas. Ouais. Il dit on peut oublier tout ça. Et le fait de travailler sur du scénario, je pense pas qu'il serait. Enfin, il n'a pas été amené à faire ça, mais quand on est scénariste, pour en avoir croisé quelques-uns. Vous, il y a eu aussi des projets? Oui, qui ne se sont pas faits. Donc, c'est le cinéma, hein, on achète des options, ça avance. Moi, ça vous plairait, ça? Je ne m'implique pas dans le projet. À un moment, il y en avait un qui était drôle, parce que c'était Pyongyang qui avait été optionné par celui qui a fait les Pirates des Caraïbes, Gore Verbinski. Donc là, de la grosse franchise hollywoodienne. Et ça devait se faire, en fait, mais il y a eu tout un cafouillage et ça s'est pas fait. Je vous passe les détails parce que c'est assez long en fait comme histoire. Et après, il y a sur S'enfuir, ça va peut-être se faire ça. Mais il y a quelqu'un qui a acheté les droits et puis ça s'est pas fait. Mais là, il y en a un autre qui attendait et qui a l'air d'être reparti pour un tour pour faire un film. Mais moi, je m'implique pas dans le processus. Ça m'intéresse pas. Tant que ça, je préfère faire des livres que d'aller m'intéresser à ce qu'ils font. Et quand on est scénariste, il faut réécrire. Et il y en a un qui dit
on va peut-être rajouter ça, et il faut réécrire avec ce que l'autre veut rajouter. Donc il faut être extrêmement flexible. Je vois pas quelqu'un, pas qu'il est, qui a un rythme de travail très très personnel, tout à coup avoir des jeunes garçons qui ont la barbe à moitié rasée, qui lui disent fais ci et fais ça, non, ça marchera pas. C'est ce que disait Emmanuel Carrère quand il a commencé à travailler sur une série télé. Il dit je voyais des jeunes comme ça qui étaient à mal rasés, qui me disaient faudrait réécrire ton truc. Lui, il a fait ses propres films, donc il sait. Oui, ça va. Oui, en plus, il s'en s'est réussi. Ouais. Et vous, ça ne vous a jamais tenté, j'y pense maintenant, de faire vos propres films. Vous avez l'expérience de l'animation. Oui, c'est ça, mais peut-être ce ne serait pas incongru. Justement, peut-être parce que j'ai l'expérience de l'animation et je vois ce que c'est que de travailler sur un film, en fait. Et je vois ce que c'est que de travailler sur une bande dessinée. C'est-à-dire que demain, si je veux faire un film, un projet de science-fiction, il faut que je convainc un producteur que c'est une bonne idée pendant des mois. Ouais. Et lui, il va falloir qu'il cherche de l'argent et qu'on avance et que je fasse des synopsis, des storyboards et beaucoup de travail qui ne seront pas sur la finalité du projet. Donc le cinéma, c'est aussi ça, c'est beaucoup d'énergie. Alors qu'à la bande dessinée, je peux commencer demain matin. Et il y a 90% de l'énergie que je vais mettre dans la page et dans l'histoire va être imprimée et sera sur le résultat final. Ça me plaît beaucoup. Donc moi, je passe 2 ans à faire une BD et voilà, elle est sortie, je passe à une autre. C'est une légèreté artistique que le cinéma n'a pas. Ça doit être super de faire un film, mais si c'est pour passer 6-7 ans, parce que l'animation, c'est ça. Ouais. Je vois celui qui a fait Arcos ou celui qui avait fait avant, très beau film aussi, Marx Express, il a passé 6 ans. Ouais. Marjane Satrapi, oui, c'était 6 ans de travail et un an de promotion alentour. Ouf, moi je préfère mais ça en valait la peine quand même, on l'a entendu parler, non ? Oui, le film est réussi, mais après, moi, j'ai pas autant envie que ça de faire un film. Je préfère faire 2-3 livres dans cette période de temps. Et alors, une question un peu impertinente, peut-être, on se lasse jamais justement d'aller à sa table de travail. On conserve toujours l'enthousiasme. Avec l'âge, je travaille beaucoup plus lentement. C'est vrai ? Ouais, je le vois. Ouais, c'est-à-dire vous procrastinez, c'est ça ? Ouais, peut-être avec l'événement de l'Internet aussi, je travaille moins vite qu'avant. Parce que c'est juste là, devant moi, tout le temps. Oui, avant, ouais, plus jeune, ouais, j'avais vraiment la niaque, je me rends compte. Ouais. Alors que, mais non, là, une fois que je suis sur un projet, moi j'aime bien avoir un projet qui est en cours. Et là, demain, quand je vais revenir, je vais être sur la page 82 d'un prochain truc. Et ça avance. Vous voulez nous dire ou pas ? Oui, pourquoi pas. Ouais. Là je refais de l'autobiographie. Et c'est pas un grand voyage, mais c'est des tournées que j'ai fait quand j'ai accompagné le livre et c'était sous Trump premier. Mais c'est pas politique du tout, mais il se trouve qu'il venait d'être élu et j'ai fait la promotion de S'enfuir, je crois, et c'était donc aux États-Unis. Et je raconte ce que c'est que d'être en promo comme ça et de rencontrer des gens, puis après des petites anecdotes au travers qui se mélangent. Donc c'est comme des petites chroniques de festival. Vous avez parlé de vieillissement. Est-ce qu'on s'affine ? Est-ce que le style change ? Est-ce que vous êtes vu évoluer graphiquement ? Oui, mais ça, je l'ai vu bien avant. Après, avec l'âge, il faut faire attention, parce que quand on regarde les tuniques bleues aujourd'hui, ça pique les yeux un peu. Ouais. Et il a 90 ans, Lambil. Ouais. Donc, la même histoire. Et pareil pour Yoko Tsuno, je crois qu'il a 93. Et il faudrait que quelqu'un lui dise... ou quelqu'un l'aide à reprendre tout ça. Mais avec le temps, oui, ça a évolué, c'est sûr. Quand on voit Shenzhen et après ça s'est stabilisé, j'ai plus d'assurance maintenant parce que j'ai fait plus de croquis et le dessin, ça s'accumule comme ça pendant assez longtemps. C'est plein de dessins qu'on a en soi, qu'on peut ressortir, des bouts comme ça qui sont... et c'est beaucoup plus facile pour moi de faire un croquis n'importe où parce que j'en ai fait plein, mais c'est ce que je dis aux gens qui veulent dessiner. C'est ce que disait un de mes profs. On a tous à l'intérieur une centaine de dessins moches. Il faut les faire sortir. Et une fois qu'ils sont sortis... Ah oui, c'est joli ça. C'est joli. C'est un gars qui faisait du dessin animé chez Walt Disney qui disait ça. Un grand monsieur du dessin animé. Et donc voilà, faut dessiner. Et à un moment, voilà. Donc moi, à force, voilà, j'ai une bonne base. Mais après, l'évolution, c'est différent. C'est quand je suis sur un autre projet ou quand je fais des croquis perso que je me dis, tiens, je pourrais essayer autre chose. Mais finalement, ce que j'aime, c'est la narration. Donc je reviens... Moi là, je passe pas beaucoup de temps à me dire, tiens, je vais faire une expo avec des dessins sur les murs. Au final, ce que j'aime, c'est raconter une histoire autant que dessiner et que d'écrire. Donc maintenant, c'est vraiment les 3 activités en même temps dans la journée. Donc ça me plaît beaucoup. Le matin, j'écris.
Et puis après, je dessine l'après-midi. J'arrive à faire à peu près une page par jour, donc ça me va bien. Vous étiez projeté comme ça? Non, pas du tout. Moi, j'ai fait du dessin animé et je le vois alentour de moi, des gens qui ont des carrières dans le dessin animé. À un moment, c'était compliqué parce qu'on était tous à chercher du boulot dans le jeu vidéo. Mais je partage un atelier aujourd'hui avec une dizaine de gens qui vivent du dessin dans le jeu vidéo, dans l'animation. Et je vois donc deux qui sont dans l'animation et j'aurais pu avoir une carrière comme ça, faire du storyboard et travailler pour des boîtes qui sont à Paris, un peu comme je faisais, mais sauf que d'envoyer des gens sur place, ça se fait plus. Et bon, là, je pense que je ferai du storyboard et je gagnerai ma vie à faire ça, mais toujours dans le dessin. J'aimerais vous poser la question du don. Je me souviens, pardon, là c'est un souvenir personnel, vous me le permettrez. J'étais épaté parce que j'avais un copain qui dessinait très bien. Et il me disait, mais tu sais, tu pourrais tout aussi bien dessiner que moi. Ce qui fait la différence, c'est que j'ai essayé 100 fois de dessiner cette chaise, et à la 101e, c'était une belle chaise. Il y a encore ce chiffre de 100 fois. Ouais, mais enfin non, je plaisante, je caricature, peut-être pas 100 fois, mais ça posait la question du don. Est-ce que vous vous sentez habité par le don ou par l'envie? Les deux, hein, parce que même, hein. On voit l'évolution des enfants qui ont pas d'inhibition. À peu près tous les enfants font des dessins extraordinaires parce que c'est tellement libre et c'est tellement voilà, il y a pas de contrôle et cette liberté fait de l'art brut instantanément. Et après, vers 10-12 ans, ils commencent à voir que ah oui, on peut essayer de faire ça. Ils essaient de dessiner plus sérieusement ce qu'ils ont vu. Et évidemment, ça commence à s'accumuler dans leur cerveau. Et là, c'est plus compliqué. Et à un moment, voilà, vers 14 ans, ils arrêtent de dessiner. Et moi, j'ai continué en fait. Et je me rappelle que dans ma classe, j'étais pas le meilleur. Je voyais des gars qui dessinaient. Non, quand j'étais plus jeune, et j'étais au Québec et je voyais il dessinait des joueurs de hockey. et j'essayais comme lui de le faire. Il me montrait des petits trucs. Et l'autre fois, je l'ai revu en dédicace parce que je suis passé à Montréal et il m'a apporté un dessin qu'il avait fait pour que je le refasse. C'était très mignon. Et pour que vous le refassiez. Parce qu'à l'époque, je regardais ce qu'il dessinait et là, il m'avait fait un peu ce qu'on avait fait quand on était tout petit. C'était très mignon. Et sauf qu'après, moi, j'ai continué, surtout à l'adolescence, que j'étais assez renfermé, assez timide et je dessinais beaucoup. Je me plongeais, ouais. Et ça, je crois que les gens qui le ressentent comme ça, il y a une espèce de confort un peu comme quand il y a la piscine, on plonge dans l'eau. Une fois qu'on est dans l'eau, on est bien comme ça. Il y a ça dans le dessin. Il y a quelque chose, surtout dans le croquis, en fait, parce qu'après, quand ça devient un boulot, des fois, ça peut être assez contraignant. Mais quand on est assis et on observe, donc l'observation, regarder et être pris par juste cette espèce de méditation, d'observation, ça fait du bien, en fait. Donc faire du croquis, c'est pas juste pour le montrer à des gens, mais en premier, c'est d'abord dessiner pour ce que ça nous apporte, en fait, le côté relax. Ouais. Mm-hmm. Et ça... et côté découverte aussi, peut-être. Peut-être que peu de personnes savent lire autant que vous. En tout cas, l'occupation des sols. J'imagine que vous avez eu une intimité avec l'œuvre et qu'elle vous a permis de... oui, moi, après, voilà, là, il n'y a pas beaucoup d'auteurs que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien l'adapter, mais comme voilà, je suis rendu familier avec Echnoz et que je avec ce texte, j'imagine... Ce petit texte, ouais, mais c'était après, moi, il y avait le côté jeu, c'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait prendre un tout petit texte et essayer d'illustrer presque comme une bande dessinée, parce qu'il y a un moment, il y a des dialogues, donc je les mets en bulle, donc ça devient, alors que c'est un texte littéraire. Et tu sais, il y a les profs qui disent toujours, qui mettent la bande dessinée et la littérature côte à côte. Là, c'est mélangé en deux, donc arrêtez de vous plaindre. Ça va les changer un peu. Et c'était un peu le challenge. Je me dis, est-ce qu'on peut faire ça ? Et je propose à Jean, il dit oui, donc allez, banco, on va essayer de faire ça. Alors, on ne veut pas divulguer la fin de l'histoire, qui est superbe, qui se termine d'ailleurs par un mot qui renvoie au début, alors chaud. C'est bien. Ah oui, c'est vrai. Je me suis dit, mais il termine sur... Ah oui, c'est vrai. Mais j'avais jamais fait Et après, il y a un lecteur qui m'a dit, ça commence avec la fumée, ça finit avec la fumée. Ouais. Mais tout à fait. Ah, c'est excellent. Tiens, faut que j'appelle un petit mot. Allô, Jean. Ouais. Mais après, c'est drôle parce que des fois, j'avais des questionnements sur parce qu'il y a des trucs qui sont flous. Il y a vous en parler, il y a un personnage qui vient, qui sert à rien dans l'histoire. Ouais. Et qui demande du lait. Qui demande du lait. Et on ne sait pas de quoi le lait. Est-ce qu'elle est enceinte ? Enfin, on extrapole complètement. Et je tape sur Internet et il y a des gens qui en discutent sur Internet, qui se posent la question et tout. Et donc je le vois. J'ai dit écoute, il me dit tu sais, je m'en souviens plus trop. Bon, je crois qu'il avait pas envie de répondre, ou peut-être qu'il a oublié, mais en tout cas j'ai fait
J'ai fait une femme assez ronde, donc toutes les extrapolations sont possibles. Donc c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Si je me permets, elle crie, effectivement, on retrouve là les bulles dont vous parliez. J'ai du lait. La voix énervante tombait du ciel, d'une haute fenêtre au milieu du ciel. Tu simules, Jacqueline. Alors, oui, alors soit c'est la guerre et avoir du lait c'est compliqué, ou elle est enceinte, mais comme il est très âgé et que voilà, ça tient pas debout. Je comprends pas comment ça vient dans l'histoire, mais il fallait que je l'illustre. Alors je l'aurais bien gommé, mais c'était hors de question parce que là c'est le texte intégral. et sur le forum dont vous parliez, c'était quoi les hypothèses? C'était les deux que j'avais nommés et tout le monde disait bon, soit c'est la guerre ou soit elle est enceinte, mais bon, tout ça ne tenait pas. Mais en fait, c'est quand même dans le livre. En dehors d'Echnoz, vous lisez beaucoup. Enfin, je dis manifestement, je ne sais pas si. Je ne suis pas un grand lecteur, mais j'aime bien lire de la littérature. On m'a offert le Goncourt, le Mouvignier, là, la Maison vide. J'ai adoré. Habituellement, je lis le Goncourt par curiosité et après, selon ce que les gens me disent, tiens, il faut que tu essaies ça et ça, je lis, mais je lis pas 4 livres par mois. Mais après, des fois, je peux plonger dans des trucs quand ils sont plus longs et tout. Mais ouais, j'aime bien lire, mais je me considère pas comme un grand lecteur quand même. Mais à force, bon, quand ça fait 40 ans qu'on lit, voilà, on a quand même une bonne petite bibliothèque à force. Ouais. Ouais. Je me tourne vers vous si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas une seconde. Ah, il y a un micro qui arrive. J'ai ce fil à la patte. Non, je voulais vous interroger sur l'image de la mer. Est-ce qu'elle vous était venue tout de suite à la lecture pour savoir ce que vous alliez dessiner, ou est-ce que c'est ensuite le fruit de vos recherches comme Oui, en fait, on l'imagine sans l'imaginer. C'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en le lisant, on se fait tous une image, mais elle est floue. Et après, quand on essaie de le dessiner, on se rend compte qu'on n'avait pas vraiment d'image. Mais je voulais faire... il y a la description de cette mer, parce qu'à un moment, il dit qu'elle est un peu ronde. Ou en tout cas que c'était une mer et que voilà. Et donc j'avais ça en tête et j'avais les quelques descriptions qu'il y a dans le livre. Et puis après j'ai mélangé ça avec les publicités de parfums que j'ai pu trouver, donc notamment celle de Mucha parce qu'il y en a beaucoup. Mais Mucha c'est le début du siècle. Moi j'allais plus chercher ça vers les 1930. Donc j'ai regardé aussi ce qu'on avait comme j'ai mélangé un peu les deux pour avoir un truc qui correspondait et avec le texte de Echnoz et avec les images que je pouvais trouver à gauche à droite. Ça aurait pu prendre beaucoup de formes finalement, ouais. Mais les personnages sont un petit peu, ils sont pas réalistes, ils sont un peu cartoon. Donc il fallait que le personnage aussi féminin. J'aime pas dans les BD quand t'as des personnages masculins avec des grands pifs comme ça, et t'as tout à coup un personnage féminin qui fait très réaliste. Moi ça me pose problème. J'aime bien que les deux soient un peu mélangés. Donc là, c'est pareil, elle est un petit peu ronde, un petit peu cartoon aussi. Donc voilà, ça s'est arrêté sur ça. Ça aurait pu être autre chose. Si je peux me permettre, monsieur, tapez sur Internet, cherchez. Je suis tombé sur le travail d'une étudiante sur l'analyse du personnage féminin, enfin de l'occupation des sols en général et du personnage féminin en particulier, à l'aune de la psychanalyse. C'est très fouillé et c'était pas drôle, mais en tout cas très personnel et très intéressant. Il faut dire aussi que ces grandes images, aujourd'hui on les fait plus en fait, de faire une façade, on voit ça dans les années 20-30, et après maintenant, non, c'est des 2x4, ça n'a plus tellement ce format-là, donc forcément quand on va chercher une murale, on tombe sur une certaine époque et un certain style de dessin. J'ai une question, mais pas par rapport à ce livre, mais j'ai une question par rapport à vos précédents sur Shenzhen, sur Pyongyang, sur les chroniques birmanes aussi, Jérusalem. Je voulais savoir quelle était la part de tout ce que vous pouvez écrire et mettre comme événement dans le bouquin, ce que vit le personnage et les rencontres qu'il fait. Est-ce que tout est, je dirais, authentique, ou est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez peut-être romancées, ou pour que ce soit peut-être plus joli à la lecture, plus sympathique sans du tout parler d'éthique ou de morale, hein, c'est juste un point de vue, curiosité personnelle. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qui était de l'ordre du réel que vous avez vraiment vécu, et peut-être les petites choses qui ont été
Enfin, j'imagine si j'avais été écrivain, j'aurais peut-être arrangé certains trucs pour que ce soit plus joli à lire. Enfin voilà. Mais bon, après, je sais pas. Oui, ouais. Non, je comprends, mais la façon dont je fonctionne pour ces livres-là, sur place, quand j'étais en Corée du Nord, donc j'ai écrit au quotidien tous les trucs. Et là-dedans, il y a beaucoup de pages où il se passe rien, où c'est le quotidien. Encore plus quand je suis resté une année en Birmanie. Donc voilà, je tourne les pages en me disant bon, rien de très intéressant. Et tout à coup, ah oui, donc en fait, sur une année, il y a beaucoup d'anecdotes qui se passent qui sont assez drôles en fait, et cocasses et curieuses. Et dans le livre, je mets tout ce qui me paraît intéressant à expliquer aussi, les rencontres avec les gens que j'ai, la situation un peu politique et les petites histoires de famille, tout ça se mélange. Mais là-dedans, non, je me permets pas d'inventer quoi que ce soit dans celui-là. Donc c'est vraiment, après, c'est la façon de raconter, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une narration. Il y avait, je sais pas, je prends n'importe quelle histoire au hasard. Il y avait notre gardien, je trouve en Birmanie. Donc voilà, tout à coup, il y a une énorme grenouille en dessous du sofa. Ben, je vais chercher. Il y avait un watchman, donc et je lui dis, il y a une grenouille qui est là et il tape dessus en fait avec une serviette. Il la chope, mais je sens bien qu'il l'écrase. En fait, c'est ignoble. Donc je prends et quand je le vois faire ça, je me dis, j'aurais dû jamais lui demander de faire ça. Et évidemment, tout ça, ben, c'est pas noté, mais quand je le lis, je me rappelle de comment je l'ai vécu, et il n'y a pas de besoin de rajouter quoi que ce soit. Si on arrive à raconter, surtout que mes trucs sont plutôt assez sobres, et après je suis là et il s'en va, et sur le plancher il y a une espèce de trace dégueulasse. Donc voilà, si on arrive à faire rire le monde en racontant une anecdote, on la dessine et c'est banco. Après, non, parce qu'en fait, si je mélangeais du fictif, vraiment, ça m'était arrivé à un moment dans Chronique birmane, j'avais commencé à raconter des histoires avec les enfants qui étaient plus ou moins fictives. Et à un moment, je me suis dit, en fait, si je mets de la fiction dans un truc, et après je décris des trucs, ben, tout peut être faux. Donc soit tout est vrai, ou soit je fais à côté, c'est ce que j'ai fait le guide du mauvais père, où là je grossis le trait. C'est-à-dire que, certes, j'ai une tronçonneuse, mon fils a 3 ans, je lui propose d'essayer, en fait, en le tenant, tu vois, tout ça, et ça lui fait peur, bah, il s'en va en courant, et je me dis, ça serait quand même drôle quand il revient, que je tire mon bras comme ça, et je fais, aïe, 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 je me suis coupé le bras. Bon, ça le fait pas rire, c'est pas de ma faute. Et après, il s'en va en courant, et je me dis, c'est vrai que l'huile de moteur, c'est couleur rouge. Bon, c'est pas rouge sang, mais ma foi, si j'en mettais sur mon bras comme ça et que je m'étends par terre, ça je le fais pas. Mais dans la BD, je le dessine et là, le seul enjeu, c'est pas expliquer des trucs géographiques et historiques. Comme c'est que de l'humour, je me permets de le faire. Mais je me permettrai pas de le faire dans quelque chose pour moi qui est autobiographique et qui est basé sur un pays où j'explique des trucs et je vis des choses. Ouais, c'est toute la différence. Quelques mots sur votre tournée sous Trump premier, pour reprendre votre expression. Vous en êtes où là? Vous avez dit page 82, si je me souviens. Ouais, mais je ça veut dire que ça sortira quand, ça? Oh là là, ben là je le montre pas à l'éditeur parce que je sais que moi je fais partie des happy few qui vivent de leur bande dessinée et les éditeurs ils me demandent alors sur quoi tu bosses, parce que et quand je leur montre ils me disent mais super, il faudrait le sortir avant décembre parce qu'il y a Noël et tout, et là il faut tout à coup speeder alors que moi là je suis chez moi et là je viens ici, il n'y a pas de stress, demain je vais faire la prochaine page, et sinon je serais là à me dire faut que je travaille ce soir en rentrant à l'hôtel et ce genre de conneries. Mais moi j'ai vu des gars dans l'hôtel, à la Réunion, où on était tous dans la piscine, et tu avais Johan qui était en train de finir son Spirou dans sa chambre d'hôtel, et on était là, Johan, viens te baigner avec nous. Non mais ça, moi je vis pas ça, c'est hors de question. Donc le plus tard, je vais le montrer à l'éditeur, le mieux je vais me porter, donc là j'avance le plus possible, et petit à petit je vais lui montrer quand il y en aura. Il y en aura pas mal, parce que ça va être deux séjours aux États-Unis, donc Trump 1 et Trump 2 finalement, parce que j'en ai fait un l'été dernier, là j'étais sous Trump 2, et il y a quand même des choses qui ont changé dans la société américaine, et que j'ai pu observer, et 2-3 trucs. Puis après aussi, j'ai les petits trucs du quotidien qui se passent, un peu rigolos. Par exemple, celle-là elle est drôle. On fait un événement comme ça. Ouais. Donc avant, je rencontre celui qui va me poser les questions, et je vois qu'il boit mais vraiment beaucoup de café, et il se met à trembler, et il me dit, t'es stressé? Moi, non, je suis pas stressé. Tu me poses des questions, je vais y répondre. C'est tout ça et tout relax. Il dit, moi, ce genre de truc, ça me stresse à mort.
Bon, et là, il se met à bégayer. Le pauvre. Ouais, et là, je me suis dit, ah la vache, et là, je commence à stresser, mais vraiment. et j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Et là, j'ai dit, ok, il va me poser une question. Et c'était comme ça, hein, et c'était hyper stressant. Et j'ai dit, il me pose une question, et là, je vais répondre genre 20 minutes. Et il va se détendre, et après, il va être relax. Et là, ben voilà, c'est ce que je décris dans la BD, là, c'est les pages que je viens de faire. Et là, il est là, et je fais quasiment l'histoire de ma vie. Et après, c'est à lui, là, il dit, et c'est reparti. Je rentre à l'hôtel extrêmement fatigué. Vous disiez, là, si on boucle la boucle, vous disiez que l'occupation des sols, vous n'aviez pas eu de difficulté, justement, à écrire, à la concevoir et autres. C'est plus difficile pour des livres de cet ordre ? Ce que je fais là, ouais. Non, c'est une question de rythme. Surtout, le rythme est important. Le dessin est léger, le texte est léger. Je ne sais pas de faire. Ouais, mais le récit, malgré tout, c'est pas rien de savoir tirer la substantifique moelle de votre expérience, de la narrativiser, etc. C'est un sacré boulot. C'est du boulot, et puis souvent, je le fais au fil du crayon dans la journée. Je fais 2-3 pages et après je relis. Et quand je relis, eh ben, des fois, j'enlève des bouts, j'en rajoute et je recoupe ça parce que sur le fil, comme là, si je raconte l'histoire et qu'elle est drôle, si je l'illustre à peu près comme ça va bien tomber. Mais des fois, ça tombe pas bien. C'est comme dans le guide du mauvais père, je faisais ça presque au fil du crayon. Et à la fin, des fois, ça tombait à plat parce que dans l'imagination et dans la réalité, c'est toujours différent. Vous le voyez, ça vous rendez compte que ça tombe à plat ? Après, quand je le relis des fois. Ouais, parce que et oui, heureusement, parce que je me dis non, ça marche pas, c'est pas drôle, parce que je connais, je sais pas, il y a une mécanique qui fait que je connais assez bien de la narration pour faire rire ou pour expliquer des choses, pour être clair surtout. Et la bande dessinée a ça d'assez fort, c'est qu'elle peut être très pédagogique, elle peut être claire et elle est concise. Hein, c'est-à-dire que dans une page, on met pas 15 phrases, on en met 6, 7 et il faut qu'elle soit pertinente. Donc on essaie d'avancer le plus vite possible. Et si à la fin, on fait rigoler quelqu'un, il faut que ça tombe bien, il faut que ça tombe le mieux possible. D'ailleurs, dans les traductions, ce qui était le plus compliqué, c'était les livres d'humour. Parce que quand on faisait Chronique de Birman, ça allait. Mais pour la traduction, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. Mais des fois, je lui disais, non, mais là, je veux que ça termine avec ce mot-là, parce que je veux que ça fasse claque sur le mot. Alors qu'elle, elle le mettait au début de phrase et ça tombait un peu à plat. Elle disait, ah oui, d'accord, donc elle rechangeait la phrase. Et ouais, c'est beaucoup plus de boulot sur les petits livres humoristiques, finalement, pour la traduction. Bien, écoutez, on va peut-être s'en tenir là. J'ai oublié de préciser que cet album a été édité chez Gallimard. Et oui, parce qu'il est, lui, chez Minuit, donc tout ça, c'est des groupes, et je suis resté dans le groupe Gallimard. Eh ben, c'est parfait. Un grand merci, Guy. Un grand bravo aussi. Et merci à vous de votre attention. Merci. La rencontre que vous avez écoutée a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche mercredi 27 mai 2026. L'occupation des sols de Guy Delisle est édité chez Gallimard BD. Guy Delisle est aussi l'auteur des bandes dessinées Pyongyang, Guide du mauvais père, S'enfuir ou encore Pour une fraction de seconde. L'occupation des sols est sa première adaptation littéraire d'après la nouvelle éponyme de Jean Echnoz. Réalisation et mise en onde Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.